Alors, ce Black Friday est annoncé pour ce vendredi, mais déjà depuis lundi, c'est la semaine du Black Friday. Et puis, en fait, déjà la semaine dernière, on était en prévision du Black Friday, déjà dans les promos sur beaucoup de sites marchands. Le contexte, on connaît, de pénurie mondiale sur les composants. Quel est l'impact de cette pénurie sur ce Black Friday 2021 et est-ce qu'on peut craindre un Noël avec des difficultés d'approvisionnement? On en parle donc avec Brice Faure, qui est directeur général d'Anaplan. C'est une plateforme de planification pour la gestion et la prise de décision dans l'entreprise, particulièrement dédiée au métier de la finance et des ressources humaines. Et on en parle également avec Thomas Isnard, fondateur et dirigeant d'Apollo Plus, une solution de prédiction des ventes et d'aide à la décision basée sur l'intelligence artificielle. Alors, première question, et on peut peut-être rappeler, j'ai rappelé le contexte, mais on peut peut-être rappeler les causes principales de cette pénurie mondiale. La pénurie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réalité et on a basculé en peu de temps d'un monde d'opulence, d'abondance, de baisse des prix, tout était disponible, de variabilisation des capacités de production, à un monde de rareté, de pénurie, donc il n'y a pas, ou il n'y a plus, où il faudra attendre un certain temps sans certitude pour savoir quand il y aura à nouveau certaines choses. Et donc on passe d'un monde d'abondance à un monde de pénurie, à un monde plutôt de déflation, de baisse des prix, d'accessibilité, à un monde d'inflation, de façon exceptionnelle, brutale et inattendue. Ça s'explique par le fort mouvement de compression qu'il y a eu de l'arrêt de l'économie lié au Covid, et puis ensuite un phénomène de détente complètement fou, lié au changement de consommation, au télétravail. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, lié aussi à l'argent public, lié à toutes les mesures de préservation du pouvoir d'achat, qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'épargne. Et tout ça aboutit à un gros coup de frein et ensuite une grande extension. Un exemple, elle est globale, la pénurie, mais sur les microprocesseurs, c'est un marché de 440 milliards de dollars par an, plus 20%, entre 20 et 25% de croissance cette année. On n'a pas les usines pour faire ces 20-25% de croissance de la demande. Donc des questions se posent, qui je sers, qui je ne sers pas. Et les usines sont plutôt en Chine que dans nos pays États-Unis, Asie, oui, absolument. Et faire une usine, une fonderie ou une usine, c'est entre 10 et 15 milliards de dollars. C'est 2000 employés extrêmement qualifiés. Ça ne se fait pas comme ça. Et là, ça serait le bon moment pour en faire une, mais les conditions de marché d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et si ça s'effondre après, vous voyez, rappelons-nous les masques. Il y a un an, pénurie de masques, des panneaux partout, plus de gel, plus de masques, etc. Ça coûtait beaucoup d'argent, il fallait en trouver. Maintenant, des masques, on en trouve sur le marché, on en trouve partout. Donc, ces phénomènes qui perturbent la supply chain font qu'il y a une pénurie. Et donc, il y a certains produits qui ne seront pas disponibles. Après, pour le Black Friday et Noël, les opérateurs doivent avoir des moyens de prédire la demande et de savoir ce qu'ils ont en stock ou capacité en approvisionnement, justement pour faire leurs arbitrages, pour qu'il y ait quand même des cadeaux sous le sapin et qu'il y ait des choses à vendre sur le Black Friday. Donc, il y aura... Ouais, mais parce qu'il faut faire plaisir aux enfants, mais il y a aussi l'urgence économique. Ce sont quand même des périodes importantes. Est-ce qu'il y a une inquiétude du côté des grandes enseignes ? Alors, il y a une inquiétude, oui, réelle, mais en même temps, ce qu'on observe, c'est que face à la pénurie, il y a une complète refonte de la réflexion sur la valeur des choses. Et on parlait d'inflation, en réalité, effectivement, il y a une augmentation des prix. Derrière l'augmentation des prix, dès lors qu'on a su capter la demande, on va être en capacité de préserver ses marges. Donc moi, j'observe quand même aujourd'hui sur le marché des acteurs qui vivent plus ou moins bien les choses, parce que cependant, certes, on peut penser qu'on peut être dans une euphorie de croissance face à une demande forte, qui malheureusement parle le manque de matières premières, le manque même de logistique, parce que dans certains cas, on a de nouveau les machines ou les usines en Chine qui produisent, mais on a des routes maritimes qui sont complètement fermées ou dans certains cas saturées. Donc on va bien avoir une pénurie, non pas strictement de produits qui ne sont plus produits, mais de produits qui ne sont pas livrés. Mais cependant, dès lors que les entreprises ont fait le bon travail en matière de gestion de stock et en matière ensuite de tarification, on peut penser que beaucoup vont en fait sortir de cette période avec peut-être moins de ventes. C'est quand même pas le meilleur moment pour travailler sur les marges en période de Black Friday, non ? Ça dépend. Alors oui, mais le Black Friday, c'est à la fois, par histoire, un grand mouvement de déstockage, mais c'est aussi devenu un événement commercial pour avoir des produits d'appel. Donc il y a différentes stratégies. Il y a des marques qui ne font pas le Black Friday,
parce qu'elle veut garder le pouvoir du prix et une certaine image de marque et pas créer un réflexe chez les consommateurs. Il y a des marques qui en profitent parce qu'elles veulent déstocker. Il y a des marques qui en profitent pour attirer du trafic, pour garder ce trafic, pour garder de l'information et ensuite utiliser ces datas. Donc il y a beaucoup de stratégies qui se croisent avec la pénurie des situations de marché. Alors c'est là où peut intervenir la technologie en secours et notamment la gestion des données avec de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser les datas. Quelles sont les prévisions aujourd'hui qui sont faites sur ces périodes Black Friday et Noël ? Alors, les prévisions. En tout cas, ce qui est sûr, si on parle de technologie, et je sais que Célestin en parlera mieux que moi sur le cœur de son activité, qui est l'intelligence artificielle notamment, mais chose qu'on fait aussi de notre côté chez Anaplan. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, et ça fait déjà maintenant un peu plus d'1 an que le phénomène s'amplifie, on a bon nombre d'entreprises qui essaient de se moderniser dans une logique de meilleure collecte de la data et avec une logique de meilleure transversalité. Je m'explique. Bon nombre de sociétés aujourd'hui continuent de travailler en silo et donc d'avoir effectivement un certain nombre de systèmes d'information qui se connectent, mais de manière pas synchrone ou temps réel. Bon. Pour être plus rapide et plus agile en termes de prise de décision, il faut impérativement que cette information soit collectée en temps réel, partagée, pour qu'on passe moins de temps sur effectivement cette collecte et plus de temps sur l'analyse. Mais tout connecté, ce n'est pas forcément pertinent. Est-ce que tous les indicateurs sont bons pour prendre une décision ? Alors moi j'ai plutôt un avis qui consiste à dire plus on connecte, mieux on se porte. En tout cas, plus on capte de l'information, mieux on se porte. Après, la vraie question, effectivement, c'est de savoir, sur cette masse d'informations, comment on a été capable de la nettoyer, de pouvoir effectivement savoir laquelle est pertinente, laquelle l'est moins. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises stratégiquement ont plus tendance à vouloir capter cette information et essayer de comprendre quoi en faire, que de se dire on n'a peut-être pas besoin de tout ça, je pense. Donc on est encore dans la phase où il est nécessaire de brancher nos systèmes d'information et de récupérer de la data. Alors, il est nécessaire en fait d'exploiter déjà la data disponible. On voit trop de sociétés qui disent « Attendez, il faut qu'on fasse un data lake, il faut qu'on nettoie nos données, etc. » C'est des compétences et des technologies particulières qu'on maîtrise. Et je pense qu'il est plus important d'être agile et d'agir que d'attendre une situation parfaite qui ne sera jamais le cas. Ce que le Covid a... On ne risque pas de prendre de mauvaises décisions si on va trop vite ? Eh bien, écoutez... Sur ces périodes, c'est quand même très important de ne pas se tromper sur ces prévisions de vente. Oui. Mais en fait, les prévisions de vente, c'est des prévisions de demande qu'il faut faire avant de faire des prévisions de vente. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez vos historiques de vente, vous allez voir que les produits que vous avez vendus, parce qu'ils étaient disponibles. Donc vous ne connaissez pas les produits que vous auriez vendus s'ils avaient été disponibles. Ah oui. C'est une question assez fondamentale, aggravée et mise en avant par la pénurie. Donc en étant capable de prédire la demande, vous allez pouvoir mieux dimensionner vos stocks, vos positionnements, vos magasins, etc. et donc optimiser votre chiffre d'affaires global. Et ça change tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut révéler ? Il faut sonder avec de la data et de l'IA vos réseaux, vos canaux de vente, vos types de clients, vos modèles de distribution, vos produits, vos services, et être capable d'identifier quel opérateur, quelle combinaison est toujours fiable, ne se trompe jamais. Dans la distribution de boissons, typiquement, c'est difficile de dire quelle va être la consommation de bière ou de champagne pour Noël. En revanche, si vous avez des outils d'IA, vous allez être capable de dire qu'un tel café ou tel restaurant ne se trompe pas sur le café, ou ne se trompe pas sur le champagne, ou ne se trompe pas sur le vin. Et donc, en les identifiant, en créant des cohortes, vous allez pouvoir propager ces comportements et ces estimations sur l'ensemble. Et là, vous ferez une véritable estimation de la variation de marché, de la demande, et donc vous pourrez rater le moins possible de ventes. Et c'est ça qui change le jeu. Mais pour ça, il faut le faire. Et aucune société, ou très peu de sociétés aujourd'hui, sait qui est fiable quand il passe une commande, quel client est fiable quand il passe une commande. Donc nous, on change le jeu là-dessus. Donc il faut le faire, alors, il faut lancer plutôt que d'attendre. Si on fait des bonnes prédictions en termes de demande, on va prévoir un certain volume de stock, mais est-ce qu'on ne risque pas d'être confronté à une difficulté d'approvisionnement ? Alors ça, et d'avoir un décalage trop important finalement entre les prévisions et la réalité. C'est là où, justement il y a une discipline qui a beaucoup évolué qui s'appelle le revenu management, c'est faire l'adéquation entre vos emplois et vos ressources. Comment l'offre et la demande se rencontrent de façon très fine et pilotée dans le temps
et piloter cela. Et l'IA permet de faire ça. C'est-à-dire que si vous avez une prévision de la demande fiable et plus puissante que ce que vous avez aujourd'hui, moins linéaire, moins macroscopique que ce que vous avez aujourd'hui, vous pourrez prendre les bonnes décisions d'arbitrage. C'est-à-dire, Apple l'a fait d'ailleurs. Apple a dit j'arrête de faire des iPads pour optimiser ma production, pour allouer mes stocks de microprocesseurs sur les téléphones. 13, mais c'est valable pour n'importe quel opérateur qui a des problèmes d'approvisionnement. Mais déjà, avoir un plan, quels sont mes clients, qu'est-ce qu'ils demandent, quelle stratégie? Est-ce que je valorise mes clients fidèles, mes clients rentables? Est-ce que je valorise ce lancement de produit qui est clé pour ce client qui sera un gros client demain? Déjà, faire rendre visibles ces informations avec des modèles prédictifs, reproductifs, ça change le jeu. Et ensuite, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'effectivement, l'IA est véritablement, la brique supplémentaire qui vient aujourd'hui de plus en plus se rajouter aux entreprises et leur permettre de faire ce qui est décrit. Cependant, je trouve qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont ne serait-ce que déjà la difficulté que de permettre aux gens qui sont responsables des ventes, aux gens qui sont responsables éventuellement de toute la partie logistique demande, de travailler ensemble. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui sont capables justement donc de recorriger le tir de manière très rapide, en l'espace de jours ou de semaines, là où avant, c'était des mois. Et tout notre enjeu et tout le travail que nous faisons chez Anaplan, c'est effectivement de permettre aux gens, certes, d'avoir une solution, mais finalement, aujourd'hui, ce qu'on essaye aussi de travailler avec eux, c'est sur leur capacité à faire mieux collaborer les gens entre eux. Et faire que, avant de parler d'intelligence artificielle, il y a déjà ne serait-ce que de l'intelligence de partage et de collaboration interne à l'entreprise. Ouais, c'est peut-être par le logiciel qui connecte des données de divers métiers que les métiers vont pouvoir travailler ensemble. Mais ça passe exactement parce qu'il vient d'être décrit. Et c'est les entreprises les plus collaboratives qui vont être capables d'être les plus réactives. Et alors là, cet environnement de contraintes et d'approvisionnement compliqué, on risque de le vivre pendant combien de temps encore, selon vous? Vous qui avez des outils de prédiction. Alors nous, on n'est pas cartomancien, on sait prédire, donc trouvez-moi des gens qui ne se trompent pas et je serai capable de vous donner cette prédiction. Là, j'en suis incapable. Ce qu'on sait, c'est que 2022 va encore être impacté sur les sujets des microprocesseurs. Donc ça veut dire, à Noël, on sera encore dans cette même problématique? Oui. Oui. Mais après, le Noël de l'année prochaine, vous n'aurez pas la PlayStation 5, vous l'aurez pas à Noël. Ou alors, il faut l'acheter sur le marché noir et au double ou triple du prix. Et ça changera pas. Donc, ce qui est compliqué pour les e-commerçants, parce que ça veut dire des sources de revenus moindres. Ça dépend de dans un moment où il faut qu'ils investissent davantage justement sur la technologie et le numérique. Ça se fait facilement, ça? En fait, ça dépend de l'arbitrage. Je suis assez d'accord avec ça. Typiquement, je prenais un exemple récent. On m'avait pas mal questionné sur le monde du jouet, puisque effectivement Black Friday, ok, mais Noël, c'est effectivement les jouets. Et en fait, ce que je comprenais dans les discussions que j'avais avec certains fournisseurs, c'est qu'ils privilégiaient notamment de ne plus fabriquer ou en tout cas commander de jouets de taille importante avec éventuellement un faible revenu, d'accord, pour pouvoir effectivement optimiser dans la chaîne d'approvisionnement le stockage de produits qui, en termes de taille, allait permettre de faire plus de revenus et de marge. Et en fait, pour revenir à la question de Noël, je pense qu'il va falloir faire le choix. Effectivement, tout ne sera pas disponible, mais je pense que ce qui va se passer, c'est qu'assez naturellement, les fabricants, il y a déjà longtemps, mais surtout les distributeurs, ont déjà essayé de comprendre dans les trends des produits à vendre, lesquels seront les plus vendus et les plus disponibles. Et tout ça est réfléchi sur notamment la chaîne d'approvisionnement. Le risque, sinon, c'est de mécontenter son client, c'est-à-dire de lui promettre un produit qu'on n'est pas capable de lui livrer. Ça, ce serait peut-être la pire des catastrophes, non? Oui. Mais ce qui est en vente, en tout cas pour le jour de Noël, est soit disponible, soit approvisionnable. C'est-à-dire que les arbitrages ont été faits avant. Les arbitrages ont été faits là, mois d'août, mois de septembre, pour ne pas rater ces éléments-là. Donc, ce qui sera en promotion, ce qui sera vendu, sera disponible. On a des systèmes d'information qui sont capables de nous prévenir si le produit ne pourra pas être livré à temps pour Noël. Ça dépend des sociétés, mais oui. Mais il y a eu un impact. Vous parliez des coûts de transport qui ont explosé. En effet, x7, x10 le conteneur qui vient de Chine. Donc, forcément, au lieu de mettre un gros jouet volumineux comme ça à faible marge, on va mettre plein de petits jouets à plus forte marge. Donc c'est là aussi aux décisions marketing, on va mettre en avant ce qui est disponible, ce qui est à marge et ce qui va satisfaire les clients. Mais l'avantage... On risque de voir d'ailleurs les frais de transport augmenter. C'est déjà le cas. Oui. La pénurie, c'est aussi sur les capacités de transport. C'est aussi les transporteurs routiers. Il y a une pénurie de transporteurs routiers. Donc la pénurie, elle est partout, mais l'économie s'adapte de façon assez intelligente. Après,
c'est un appel d'air pour ces outils d'IA, de prédiction, de planification et d'approche collaborative. C'est ça qui permettra de faire émerger des vainqueurs et d'autres. Alors vous disiez qu'il fallait... Allez-y, pardon. Non, j'allais rajouter qu'on vit une époque assez intéressante de ce point de vue. C'est que finalement, oui, les prix vont peut-être augmenter. Enfin, ils ont déjà commencé à augmenter, ils vont augmenter. Mais en même temps, on est en train de rebattre complètement les cartes au niveau de la logistique des acteurs locaux, régionaux, qui eux avant étaient peut-être dans une logique où ils pouvaient être écrasés par certaines grandes enseignes logistiques qui prenaient le pas sur les grands marchés, que ce soit avec un Amazon ou autre. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ces acteurs-là vont pouvoir de nouveau revenir au devant de la scène. Ouais. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de savoir comment les entreprises, fort de cette expérience, certes un peu unique, mais dont on pense qu'elle peut se reproduire quand même encore pendant les années qui viennent, comment elles vont pouvoir finalement replanifier leur stratégie et peut-être même leur partenariat. Alors là, j'ai du mal à vous suivre parce que dans un contexte de contraintes, de risques, c'est plutôt les gros groupes qui s'en sortent le mieux en général et les moins solides qui payent les pots cassés. Donc, en quoi cette période est une opportunité pour les plus petits acteurs ? Alors, en fait, il y a un mouvement assez massif qui s'est passé et grâce au Covid. Alors, je ne dis pas que le Covid est quelque chose de bien, mais c'est un accélérateur de disruption, justement, et notamment tout ce qui est petit commerce, artisanat, retail, petites chaînes, petites et moyennes entreprises ou industries se sont fortement digitalisées. Donc, on développé des systèmes de réservation, de ticketing, de vente, on développé des CRM, des choses comme ça. Et il y a maintenant quelques marketplaces qui émergent, extrêmement puissantes, qui leur donnent les mêmes outils qu'Amazon. Mais pas la même puissance marketing. Non, alors peut-être pas. En revanche, vous savez, les réalités sont fragmentées. C'est-à-dire que ce qui les intéresse chacun, c'est d'avoir ce qu'on appelle leur océan bleu. Leur endroit, leur niche de marché, leur espace de marché. On parle de vrai retail, on parle de gens qui sont dans la rue. Ils ont peut-être une boutique web, mais ils sont dans la rue. Donc ils ont leur jaune de chalandise, ils ont tout cela. Et eux vont pouvoir définir leur océan bleu. Qui sont mes clients? Quels produits je leur vends? Quelle est la marge maximisée que je peux faire pour satisfaire tout le monde? Qu'est-ce que je ne dois pas vendre? Donc, c'est plein de questions auxquelles on répond et qui permettent justement de faire émerger ça. Et il ne faut pas oublier, il y a une polarité qui est en train de se rééquilibrer entre les grands donneurs, Amazon, etc., bien sûr, qui, eux, vendent à des particuliers, et le retail, la distribution, qui, elle, est vraiment en train d'émerger, une nouvelle force. Enfin, le monde est vraiment en train de changer, c'est-à-dire que... Je vous sens très optimiste, hein, oui. Oui. Alors, ou du moins excité. Okay. Excité, c'est sûr, oui. Mais on parle de glocal, la globalisation qu'on a connue, cette époque-là, et en tout cas pour un certain temps potentiellement révolue. On parle de meilleure localisation. Alors bien sûr, reconstruire des usines, c'est long, mais à défaut de reconstruire des usines, on voit bien certains acteurs avoir cette agilité et cette capacité de trouver leur secteur de marché. Là où les grands peuvent être beaucoup moins rapides, finalement, malgré leur force de frappe. Et nous, on note une chose chez Anaplan, c'est que bon nombre d'entreprises qui ont besoin de se digitaliser, en fait, parmi les petites ou moyennes, beaucoup ont déjà pris de l'avance. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir lesquelles parmi celles-là seront les grandes de demain. Parce que finalement, dans cette période de crise, c'est ce qu'on va pouvoir noter. Les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de demain. Je ne veux pas faire l'oiseau noir, mais enfin, s'il y a peu de produits disponibles et qui sont particulièrement demandés, c'est plutôt les grands acteurs qui vont capter ces produits et être capables de délivrer les commandes. Oui, mais... Ou à moins qu'on invente des scénarios différents chez les commerçants de moindre taille pour trouver des parades. Mais... L'idée, c'est alors, il y a des produits qui ne seront pas disponibles, mais ces produits-là ne seront pas mis en vente. Donc ça ne créera pas de frustration, à part pour la PlayStation 5 dont on parlait, ou des produits très particuliers. Là, un opérateur ou un distributeur, il peut s'en procurer, s'il y arrive, il peut s'en procurer, à ce moment-là, l'utiliser comme produit d'appel, vous voyez. Prenez la PS5 et puis je vous vends une voiture ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, c'est un exemple. Donc en fait, il faut jouer avec cette pénurie pour proposer des choses différentes. Des choses qui sont disponibles et exploiter ce qu'on appelle la longue traîne. Vous savez, on est toujours sur le Pareto, le 80-20. Il y a 20% des produits qui intéressent 80% des clients, mais il reste 80% des produits qui ne sont pas forcément mis en avant. Et l'Internet, la data, ça sert à ça justement. Ça sert à mettre en place, à organiser une rencontre entre offre et demande sur des choses qui sont disponibles, qui n'ont peut-être pas une taille de marché énorme, mais qui vont pouvoir satisfaire les gens. Donc on aura peut-être des sapins de Noël un peu plus différents de ceux des années précédentes. C'est une bonne question. Je pense, mais il y a aussi une autre tendance qui est il y a la consommation
consommation, mais il y a aussi tout ce qui est développement durable, changement de mode de société, le Green Friday, comme on l'appelle. Donc oui, je pense qu'il y aura les goûts se complexifient et se fragmentent de plus en plus. Et ça, c'est intéressant. Et on n'a pas parlé du marché de l'occasion, mais ce qui est certain, c'est que, ou de la seconde main, mais ce qui est certain, c'est qu'à Noël, sous le sapin, il risque d'y avoir aussi un nombre de produits qui, en réalité, et ça peut être très green aussi, vont être de la seconde main. Ouais, c'est peut-être effectivement un bel appel d'air, une bonne nouvelle pour toute la filière. Merci beaucoup à donc Thomas Isnard, fondateur et dirigeant d'Apollo Plus, et Brice Faure, directeur général d'Anaplan, de nous avoir éclairé sur ce contexte de forte demande, mais aussi de pénurie mondiale. Juste après la pause, on se retrouve dans Smart Tech pour parler avec notre coach start-up du Customer Success.